Bonjour. Nous poursuivons les festivités, n'est-ce pas, du 20e anniversaire des conférences Notre-Dame. Et c'est une grande joie pour le comité de recevoir aujourd'hui M. Patrick Vinet. Je vais le regarder. En vous présentant, Dr Vinet, je n'ai pas ignoré votre mère, Madame Marie-Paul Vinet, avec qui j'ai étudié la psychologie au début des années 60, comme en témoigne ce livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque et qui a été publié alors que Patrick, jeune homme, 15 ans, en 1959. On peut comprendre les origines humanistes du docteur Vinet. Il est né à Paris, il a immigré au Canada en 1946, donc à l'âge de 2 ans. Ses formations supérieures le conduisent en médecine, spécialement en néphrologie, où il étudie le fonctionnement du rein. Puis il obtient un doctorat en sciences cliniques, option biochimie, à l'Université de Montréal. Entre 1975 et 1985, il œuvre comme néphrologue et dirige un laboratoire de recherche à l'Hôtel-Dieu de Montréal, puis à l'hôpital Notre-Dame. Par la suite, il devient successivement président du Fonds de recherche en santé au Québec, puis doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal de 1995 à 2003. Il est membre de la Société royale du Canada et de l'Ordre des palmes académiques en France. Depuis 2003, il se consacre à la médecine palliative et il œuvre à temps plein au sein de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame du CHUM. Il s'intéresse aux changements physiologiques survenant en fin de vie, ainsi qu'aux évolutions personnelles et familiales que vivent les patients, leurs familles et les accompagnants impliqués dans ce passage ultime de la vie. Son dernier ouvrage, Ombre et lumière, sur la fin de vie, édité aux éditions Mediapol. Les gens intéressés à se procurer ce livre, vous avez à vous adresser aux éditions Mediapol ou Anne Sigier sur René Lévesque à Québec. Donc, ce volume, le docteur Vinet nous confie: « Je travaille dans un excellent service de soins palliatifs avec tout le soutien possible de toutes les disciplines, médecins, infirmières, psychologues, travailleuses sociales intervenant en soins spirituels et d'autres. Les mourants sont soulagés, les familles sont accompagnées. Mais c'est encore trop rare au Québec. Seulement 20% des mourants auront droit à des soins qui maintiennent jusqu'au bout leur confort et leur dignité, leur permettant de vivre dans la paix. Il y a des mourants plus à l'aise et des mourants plus souffrants parce que nous n'assurons pas l'universalité des soins palliatifs. Je reprends ce bout de phrase parce que nous n'assumons pas l'universalité des soins palliatifs, ce qui fait qu'on a une société qui est inéquitable. La fin de vie est un moment de haute densité, écrit-il, et aujourd'hui, le docteur Vinet nous en parle dans cette conférence intitulée « L'éloge de l'impuissance ».
Bonjour à chacun et bonjour à chacune. Merci de me donner cette occasion de parler, d'échanger avec vous, pas seulement sur le mode de la conférence, mais peut-être aussi sur le mode de la confidence. Et pour commencer par une confidence, je voudrais vous indiquer que c'est ici, à Québec, à la Maison Michel Sarrazin, que j'ai découvert les soins palliatifs. Ça a été tout un changement dans ma vie. Ça m'a changé de métier. Et je souhaite vous indiquer quelle expérience fondamentale, quelle expérience riche on peut vivre dans une maison de soins palliatifs comme celle-là. C'est une des premières. À Québec, c'est sûrement la première. Et je pense que c'est un milieu exceptionnel. Ce que je voudrais faire avec vous pendant les quelques 45 minutes qui suivent, c'est vous montrer que l'on peut voir une réalité connue avec un œil nouveau. Vous avez peut-être déjà vu un petit garçon, une petite fille qui, un soir de camping, alors que la nuit est tombée, est autour du feu de camp et est en train de chanter, de deviser avec des parents et des amis. Et voilà qu'il ou elle prend une lampe de poche qui est là pour le retour après le feu de camp et met cette lampe de poche dans sa main. Et elle allume la lumière. Et voilà que la main qu'elle connaît si bien, cette petite main toute potelée, devient semi-transparente, rose, quelque part comme magique, avec des ombres noires dedans. Cet enfant vient de découvrir sa main autrement. Eh bien, peut-être que la fin de la vie peut être de la même façon regardée avec un autre regard. Alors essayons de suivre le parcours de quelqu'un qui se ramasse malheureusement en fin de vie, comme ça nous arrivera à tous. Il y a 3 grands moments dans ma présentation. Dans le premier, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous recherchons la puissance. Dans le second, comment nous entrons dans l'impuissance. Et nous terminerons en regardant les fruits de ce voyage. Alors voilà, j'arrive de mon médecin de famille. Je l'avais vu parce que j'avais la grippe il y a 3 semaines. Et puis comme je continuais à tousser constamment, il m'a envoyé passer un rayon X-pulmonaire. Et dans mon poumon, il y a une grosse masse. Il y a une grosse bosse. Et il m'a dit, écoutez, monsieur, je ne peux pas continuer à m'occuper de vous. Vous devriez voir un oncologue. Un oncologue, c'est quoi ça? Un oncologue, c'est un spécialiste pour le cancer. Oh, un spécialiste pour le cancer. Et voilà qu'un coup de tonnerre me tombe sur la tête. Et voilà que la maladie me prend par la main et m'entraîne à l'hôpital. La maladie devient comme plus importante que tout. Elle devient prioritaire. C'est elle qui me pousse. Et je vais trouver un oncologue. Et pas n'importe lequel. Je vais trouver le meilleur oncologue, celui qui connaît le mieux le cancer du poumon. Et je m'en vais établir un long lien de confiance avec lui. Voilà que le médecin et le malade sont partie prenante dans cette croisade contre la maladie. On va essayer de changer le cours des choses. On va essayer de revenir à comme c'était avant. Vous sentez que l'expérience vécue par cet homme est une expérience nouvelle pour lui. Aucune de ses blessures antérieures, aucun de ses ajustements antérieurs ne sera utile. La blessure est trop nouvelle. Elle est aussi imprévisible. Il ne le savait pas, il ne s'y attendait pas, il ne s'y est donc pas préparé. De plus, c'est une menace mortelle. Le je, le lui-même, risque de disparaître. Et il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Je voudrais vous indiquer qu'une situation nouvelle, imprévisible, mortelle et sans contrôle, c'est la définition scientifique du stress.
Ce monsieur est rentré dans une bulle de stress absolu et il a besoin de retrouver le contrôle. Voilà qu'il entre dans une bulle de puissance partagée. Ce malade, il est désunifié, brisé en deux. Quelque chose fait une fracture à l'intérieur de lui. Ce petit morceau de poumon malade s'est tourné contre lui-même. Alors il le sort de lui-même et dit, je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu vas voir qu'on va gagner contre toi. Puis que je vais trouver les bonnes solutions. Et donc, il est prêt à tous les moyens techniques possibles. Il va accepter toutes les chimiothérapies, toutes les radiothérapies et toutes les chirurgies et tous les traitements et toutes les diètes et tout ce qui est possible de faire pour gagner contre cet étranger qui vit maintenant à l'intérieur de lui et qui demande sa vie. Il est même prêt à regarder sur Internet s'il ne va pas trouver des meilleures solutions, le dernier protocole qu'on fait à San Francisco mais qu'on ne fait pas encore à Québec, et il va voir son oncologue pour lui demander s'il ne pourrait pas bénéficier de ça. Il va tout faire. Il va se battre constamment. Et vous sentez que dans cette attitude belliqueuse, mais très compréhensible et très nécessaire si on veut gagner, vous sentez que dans cette attitude, à un moment donné, si la victoire n'est pas au rendez-vous, elle bloque l'évolution vers une compréhension qu'il peut y arriver autre chose. Elle peut finalement devenir un poids de plus sur ses épaules. La famille autour de lui, elle aussi, elle est entrée dans une bulle de puissance. Écoute, tu vas guérir. Tu sais bien que de nos jours, le cancer du poumon, on guérit de ça. Et puis, c'est pas comme c'était avant. Puis, on va te faire voir un docteur, puis un autre docteur, parce que celui que tu as, peut-être, il n'est pas assez bon. Le mien, il a fait ci, puis il a fait ça. Puis celui de ma tante, un tel, il a fait ci, puis il a fait ça. Et elle va pousser le malade à bouger, à manger, à se battre. Écoute, il faut que tu arrêtes de te plaindre, là. Il faut que tu commences à travailler pour toi. Et ce malade, qui est de plus en plus malade, va accepter de manger plus, de marcher plus, même s'il a plus faim, puis même s'il est essoufflé, même si la petite marche en question est difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aime sa famille et qu'il va leur montrer qu'il est prêt à faire ce qu'il souhaite. Il viendra un moment où on va se demander si cette famille qui pousse ce malade qui est en train de s'arrêter ne se protège pas au détriment de la personne qu'ils aiment, parce qu'ils sont incapables de se dire ou d'accepter que ce malade est en train de changer. Et je veux vous dire, les docteurs autour de lui sont dans une sacrée bulle de puissance également. Eux, on vient les voir parce qu'ils sont les techniciens, ils connaissent les médicaments, ils savent les protocoles, ils vont donner des conseils, ils sont là à voir régulièrement ce malade, à poursuivre des traitements de chimio et ils veulent gagner. Mais il arrive cependant qu'avec le temps, allant de récidive à rémission, puis de rémission à récidive, puis de récidive à rémission, le malade descend tranquillement une pente, avec des moments où il est très bas, puis des moments où il revient. Puis au bout de 4 ans, il arrive à la clinique externe d'oncologie, en chaise roulante, poussé par madame. Ça n'est plus le malade que l'on avait vu avant. Et le médecin le regarde en chaise roulante, comme s'il voyait arriver avec lui comme une atmosphère de défaite. C'est difficile de perdre la bataille. Et quand on se met à perdre de la bataille, on est en train de voir que notre puissance, finalement, voit son bout. On arrive à la fin. Et le malade lui-même s'en rend bien compte. Il est de moins en moins bien.
Les interventions sont de moins en moins utiles. Il perd de plus en plus d'autonomie. Il a besoin de plus en plus des autres. Il faut qu'on le pousse, il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on le lave. Et à l'intérieur de lui-même, il se demande s'il est bien encore lui. Son image n'est plus la même. Quand il regarde les photos de Noël, il demande à sa fille, « J'étais là, moi, à Noël. Où suis-je sur les photos? » Et sa fille de répondre, « Regarde, papa, sur le fauteuil, là, c'est toi. » Et lui ne s'est pas reconnu. C'est maintenant une petite figure frêle, une petite figure tellement différente. Il se demande s'il est encore lui-même. Il se demande si ton identité est la même. Il voudrait continuer à se battre, mais quelque part à l'intérieur, le corps parle plus fort. Et dans sa dernière visite à l'oncologue, le docteur lui dit, « Vous savez, monsieur, je ne suis pas sûr que je peux aller beaucoup plus loin avec vous. » Un peu avant qu'il entende ça, il se disait, « Et s'il me parlait un peu de ce qui arrive, si on ne se bat plus? Et si il faisait autre chose que de me promettre des médicaments? Je me rends bien compte qu'ils me rendent maintenant beaucoup plus malade qu'autre chose. » C'est difficile pour les deux de s'ouvrir sur ce sujet parce que et l'un et l'autre ont fait un pacte pour gagner. Mais voilà, et l'un et l'autre se rendre compte qu'on n'est pas en train de gagner, puis que probablement on va perdre. Pour ce malade, cette évolution a été comme un tremblement de terre. Si je décrivais la personne qui est là devant moi, ce malade, je le vois comme dans un grand tamis rond. Et dans ce grand tamis rond, tout ce qui fait sa vie est là. Il y a plein de choses là-dedans, plein de choses importantes, plein de choses qui sont peu importantes. Mais il y en a tellement qu'au début de sa maladie, il est tout comprimé, puis il y a toutes ces choses autour de lui, il est incapable de bouger. Et voilà qu'un grand vent vient bousculer le tamis. Et quand on bouscule le tamis, les petites choses tombent. Et toutes les petites choses sont tombées. Il ne reste dans ce tamis que des éléments lourds qui ont souvent un nom propre, qui s'appellent du nom d'une personne ou d'une autre. Il y a dans ce tamis comme des cris qui remontent de très loin, de choses qui n'ont pas été bien finies, pas bien fermées, qui sont encore là, une patte en l'air. Et en même temps qu'il y a maintenant beaucoup de vide dans le tamis, autour des choses essentielles, et voilà que les choses essentielles peuvent bouger. Il y a quelque chose qui se passe. L'essentiel maintenant prend plus de poids. Il est délivré de la peur du paraître. Il est délivré de petites préoccupations qui sont secondaires. Le chalet, on ne le finira pas. Les enfants le finiront. Puis j'irai pas voter, moi, parce que de toute façon, je serai pas là pour voir ce que ça va faire. Et puis, la densité du présent devient plus grande parce que c'est peut-être la dernière rencontre. Et quand ils viennent, la famille vient, surtout celle qui habite loin. C'est une rencontre qui devient comme la préparation de la dernière, peut-être la dernière. Cette nouvelle mobilité s'accompagne aussi de nouveaux jugements. Docteur, samedi, ne me donnez pas de morphine. Quelquefois, ça me fait dormir. Elle vient me voir. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. J'ai quelque chose à lui dire. Voyez-vous que l'important, ça n'est plus que l'on soulage toute la souffrance. Je veux bien en avoir un peu de la douleur, parce que si mon cerveau est clair, je vais peut-être pouvoir lui dire quelque chose que je veux lui dire depuis longtemps. Ce qui est important maintenant pour lui,
pour ce moment-là, c'est de reprendre ce fil où il a été abandonné et d'essayer de le rattacher. C'est une nouvelle priorité. Docteur, vous voyez la petite madame qui rentre là? C'est la femme de mon deuxième fils. Ils sont mariés depuis 2 ans. Eh bien, quelques mois avant leur mariage, j'ai dit à mon fils qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Et maintenant, c'est la seule qui vient me voir. Le jugement a changé. Le malade ne regarde plus les mêmes choses. Il n'a plus les mêmes attentes. Il regarde autrement. Et vous le sentez bien, il est entré déjà dans une bulle d'impuissance. Il est désormais incapable de faire tout seul, incapable de sortir seul de sa prison, incapable de faire face à la complexité de sa médication, incapable de sortir seul de son lit, quelquefois incapable de manger seul. Et sa détresse demande autour de lui, constamment à son entourage, à sa famille. Et en même temps qu'il se sent de plus en plus dépendant, il souffre de cette dépendance. Il a peur de mettre trop de poids sur ceux qu'il aime. Peut-être qu'il est mal placé pour comprendre que celui qui prend la main tendue reçoit plus qu'il ne donne et qu'il est en train de changer quelque chose dans le cœur de son fils, de sa fille, de ses petits-enfants, qui regardent par papa la destinée des hommes. Et la famille aussi est entrée dans une bulle d'impuissance. Ça lui fait mal de voir l'autre se dégrader puis disparaître. Ça lui fait mal de ne plus pouvoir communiquer avec lui, de ne pas pouvoir vraiment l'aider. Ça lui fait mal de ne pas pouvoir adresser les problèmes qui n'ont pas été adressés. Et quelquefois, dans la chambre, ces problèmes-là prennent plus de place. Je ne peux pas y parler de ça, maintenant qu'il est à genoux et souffrant dans un lit. Et tant qu'on n'est pas capable de se mettre dans la vérité, bien on n'est pas non plus capable d'entreprendre un véritable dialogue. Il y a plus encore. Voilà que la famille découvre que papa est différent de ce qu'il pensait. Voyez-vous, quand ils rentrent dans la chambre, ils ne savent pas trop bien quoi dire. Ils sont mal à l'aise. Ils ne savent pas par quel bout commencer. Mais lui, dans le lit, qui reçoit de la morphine 6 fois par jour, lui, il fait des plaisanteries. Il demande des nouvelles du petit dernier. Il demande comment ça a été la graduation de la grande fille. Lui, qui est soulagé de sa douleur, lui, il est présent. Et la famille le regarde, tout étonné de voir comme il est courageux, ce papa, il ne le savait pas. Comme il est courageux et comme il demeure présent, alors que eux, ils sont mal à l'aise et malheureux. Et je me rappelle de cette madame qui est en coma depuis 2 jours, qui n'a rien dit. Son fils est dans la chambre. Et au bout de 2 jours, en fin de matinée, elle se met à pleurer. Comment est-ce possible que ce fils ne se demande pas « Mais pourquoi pleure-t-elle? Est-ce qu'elle pleure à cause de moi? » Est-ce qu'elle pleure à cause de moi? Et le fils se rend bien compte que maman est dans une chambre où il ne peut pas entrer, que maman est dans un espace qu'il ne connaît pas, qu'elle est au fond beaucoup plus grande que l'image qu'il s'en faisait. Et cette famille, ces familles et ces membres de la famille se disent « Mon Dieu, comme il est différent de ce que je pensais, et il me reste si peu de temps pour le découvrir. » Alors, bien sûr, ils se sentent un peu coupables
de voir ce familier être au fond beaucoup plus étranger qu'il ne le croyait. Et pour moi, le pire, c'est sûrement le conjoint ou la conjointe qui arrive à l'hôpital et qui se sent si coupable d'y avoir ramené son conjoint. C'est à la maison qu'il veut être et il le demande. Mais c'est plus possible à la maison parce que personne ne peut être 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et des semaines de suite à s'occuper de quelqu'un sans repos. Sa place, c'est à l'hôpital. Et même si je le sais, je m'en sens coupable. J'ai dit sa place, c'est à l'hôpital, mais j'aurais pu dire aussi sa place, c'est à la maison de soins palliatifs. Et j'aurais pu dire aussi sa place, c'est à la maison avec une équipe qui vient nous aider, qui vient nous relayer, qui nous permet de vivre à la maison. Et les soignants autour du malade, ils sont maintenant définitivement impuissants. Voyez-vous, ils ne pourront pas répondre à la demande de guérison. Il n'y en aura pas. Et le docteur qui est là, qui écoute son malade, et qui est obligé de lui dire que le contrat qu'ils avaient signé ensemble ne pourra pas se réaliser. Il se sent impuissant. Je vous dirais même plus, il se sent incompétent. Il était compétent pour la maladie, et voilà qu'on ne peut plus rien faire pour la maladie. Est-il compétent pour le malade? Ce malade lui tend la main, et lui, il lui répond, « Ma boîte à outils est vide. Je n'ai plus rien. Je ne peux pas t'aider. » Et pourtant, le malade continue de tendre la main. Mais à qui tend-il la main? Est-ce à moi? Je viens de lui dire que je ne peux plus rien faire. Ou est-ce que je tends la main à moi comme personne et non pas comme médecin? C'est bien possible. Voilà que cette main vient d'enlever le manteau blanc du docteur. Ce manteau, cette chienne blanche de la compétence, cette chienne de la science, ce sarrau blanc de la science vient de lui être enlevé par la main du malade. Et il n'y a plus ici un docteur et un malade. Il y a deux personnes qui sont en face l'une de l'autre, deux personnes qui se demandent un peu ce qui va arriver, deux personnes également impuissantes, deux personnes égales devant le mystère de la vie, deux personnes avec une main tendue entre les deux, et il s'agit de savoir quoi faire avec cette main. Et vous savez, si le bureau qui sépare le docteur du malade, si ce bureau n'est pas une frontière, si on ne se dit pas c'est son problème à lui, et puis dans 5 minutes il sera parti, puis j'aurai un autre malade pour lequel ma science et ma compétence peut être utile. Si on résiste à abandonner l'autre en se réfugiant à l'intérieur de soi-même, si on demeure vrai comme on est, avec ce qu'on est, comme on est, on peut créer pour ce malade un espace où il pourra se déployer, un espace où il va essayer de devenir lui-même, un espace où il va pouvoir dire. Et on a la surprise de voir qu'entre nous, la porte s'ouvre. Et dans cet espace non balisé, eh bien, on est obligé de se jeter à l'eau sans plan, sans très bien savoir ce qu'on va faire ou ce qu'on va dire, avec courage, le courage d'être soi-même, puis humilité, l'humilité d'être que le petit soi-même qu'on est, qui n'a pas de recette magique à offrir. Le malade est là devant un mur, le mur ne peut pas changer de place, il est seul devant ce mur, et il te tend la main pour que tu sois quelques instants avec lui. Et ces quelques instants avec lui vont faire en sorte qu'il ne sera plus seul devant le mur. Et ceci est tellement important pour lui. En quelque sorte,
le regard de celui qui l'accueille le recrée. Vous et moi, nous avons été créés par nos environnements, par nos communautés environnantes, nos familles, nos amis, nos collègues. Ce malade désire être recréé par le regard qu'on pose sur lui et surtout par la place qu'on lui fait. Et voilà qu'au-delà des mots, un support réel peut s'échanger. Vous savez comment on le sait? Voilà qu'une petite vibration de souffrance sort de ce malade. Et cette petite vibration de souffrance vient rejoindre une petite chambre à l'intérieur de moi. Cette chambre, c'est là que ma propre souffrance habite. Et chacun d'entre nous ici, nous avons cette petite chambre. Et lorsque la souffrance du malade y fait irruption, cette petite chambre se met à résonner. Et si vous entendez cette chambre résonner en vous, c'est que vous vous êtes rencontrés quelque part. Dans ce milieu, entre lui et vous, quelque chose vient de se produire. Vous ne connaissez pas vraiment sa souffrance, c'est la sienne. Mais quelque chose en vous ressemble à cette souffrance. Et c'est ainsi qu'on peut dire avec Lita Bassett qu'on se trouve pris aux entrailles en regardant la souffrance de l'autre. Et si vous êtes pris aux entrailles, c'est parce que vous-même, vous habitez la souffrance de l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut dire aussi avec l'abbé Pierre qu'à partir de maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de guérir avec lui de sa souffrance devenue la mienne. C'est de guérir avec lui de sa souffrance devenue en quelque sorte la mienne. Je conçois très bien que ce que je viens de vous dire est un moment au fond d'intimité, de présence et d'accueil, ne pourrait très bien ne pas vous convaincre sur l'efficacité de ce moment. Alors je voudrais donner quelques exemples, des exemples de la vie courante, pour vous montrer que dans le fond, ce dont je parle, c'est quelque chose de concret. Le premier exemple, c'est un exemple que je tire d'un avion qui est parti de New York un beau samedi de septembre. Il s'en allait à Chicago. Et 1 heure après le départ, alors qu'il y a à peu près 25 passagers dans l'avion, il y a 3 passagers qui se lèvent, qui tuent l'hôtesse de l'air, qui tuent le personnel, qui tuent le pilote et le copilote. Et le terroriste qui vient de se déclarer prend les commandes de l'avion. Dans l'avion, en arrière, les quelques 20 passagers qui sont là sont terrifiés, sont écrasés dans leur fauteuil, comprennent pas ce qui se passe, chuchotent entre eux pour essayer de se donner des explications, puis se rendent compte que l'avion ne va plus à Chicago, on a viré de bord, on s'en va vers le sud. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont vers Washington. Cet avion est destiné à s'écraser sur la Maison-Blanche, ou encore sur le Pentagone, on ne le saura jamais. Et voilà que les passagers, dans le fauteuil de l'avion en arrière, n'ont plus rien à voir avec les passagers qui sont entrés. Ils sont figés, immobiles, apeurés, angoissés. Lors d'un petit conciliabule de pirates, le pirate qui surveille s'avance vers l'avant de l'avion et laisse quelques instants les passagers seuls. Il y en a un qui prend son téléphone cellulaire et qui appelle. Pling, plom, plip, plop, plip, plop, 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 plop. Bzzz. Allô? Allô, c'est moi. On est dans l'avion. Comme je suis content de t'attraper. Si tu savais, il y a des pirates ici. On ne va pas à Washington. Et de l'autre côté, oh mon Dieu, je regarde la télévision depuis ce matin. Tu sais, ils sont rentrés 2 avions dans les tours à New York. C'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est un état de guerre. Et quelques petits mots d'échange. Puis il y a du bruit en avant de l'avion, les pirates vont revenir. Alors il dit, écoute, ils reviennent, je ne peux plus te parler. Je t'aime,
dis-le aux enfants. Et la conversation se coupe. Dans les 20 minutes qui vont suivre, 5 ou 6 personnes vont téléphoner chez eux et vont avoir la même expérience, c'est-à-dire l'expérience d'être en communication profonde, intime, avec quelqu'un qu'ils connaissent bien. Dans ce cas-là, c'est un couple qui est marié depuis 20 ans et qui a des enfants. C'est un couple qui a construit entre eux tout un espace, qui est un espace qu'ils connaissent bien, qui est un espace qui leur ressemble, qui est un espace qui est eux. Et dans cet espace qui est eux, pendant quelques instants, lui, tout seul dans l'avion, est redevenu lui-même. Il est redevenu pas seulement lui-même, il est redevenu le meilleur lui-même possible. Et au bout d'à peu près une demi-heure, quelques passagers se lèvent, vont prendre la petite table où on met du Coca-Cola, s'en servent comme d'un bulldozer et vont rentrer de force dans la chambre de pilotage et vont faire tomber l'avion en rase campagne. Ils ont décidé qu'ils ne seraient pas des agneaux qu'on mène à la boucherie, qu'ils ne participeraient pas à tuer 150 000 personnes en ville, ils ne laisseraient pas leur vie être prise, ils donneront leur vie pour sauver ces 150 000 personnes à Washington. En moins d'une demi-heure, ils sont devenus les héros du vol American Airlines 193. Entre le passager écrasé lorsque les pirates sont arrivés et celui qui prend sur lui de se battre et de donner sa vie, sentez-vous qu'il y a comme une restauration profonde d'identité? Sentez-vous que ces passagers sont devenus eux-mêmes d'une façon nouvelle? Sentez-vous qu'il y a eu, par ce petit moment de résonance entre deux personnes au téléphone, une transfusion de courage, une restauration du sens de la vie? Ce qu'il pouvait maintenant faire de mieux, c'était de donner sa vie. Et quelque part, une identité était retrouvée. Cette histoire est puissante parce qu'il y avait 25 ans d'amour entre ces deux personnes. Et donc, le retour, ou plus exactement, le réinvestissement de l'identité personnelle a été rapide. Il y en a d'autres. Rappelez-vous un film qui s'appelle La Neuvaine. Dans ce film, un petit garçon de 18 ans est attristé parce que sa grand-mère se meurt à la petite rivière Saint-François. Alors il va faire une neuvaine pour que sa grand-mère continue à vivre parce qu'il sera seul dans la vie. Et voilà qu'il est assis sur un banc à regarder le Saint-Laurent qui coule. Et à côté de lui, il y a une médecin de Montréal. Et cette médecin-là regarde aussi le fleuve parce qu'elle ne sait pas quand elle va s'y jeter. Elle est suicidaire. Elle en a trop vu. Elle est emprisonnée dans une chambre de douleur qui n'a pas de porte. Et ce petit garçon de 18 ans se tourne et lui dit « Je vois que votre âme est dans l'angoisse. » Comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce que ce petit jet de souffrance qui sort de façon continue de cette madame a rejoint la sienne? Je ne le sais pas. Je ne suis pas surpris qu'à la fin du film, ce petit garçon accepte la mort de sa grand-mère. Je ne suis pas surpris que le médecin revienne à Montréal et reprenne son travail. Il y a eu entre eux un moment de résonance identitaire, un moment où ils se sont retrouvés comme nous sommes réellement, très profondément, frères et sœurs, membres d'une même famille. Et ceci leur a permis l'un et l'autre de prendre courage et confiance en ce qu'ils étaient. Ce fut en effet une transmission immédiate de courage. Et lorsque le docteur et son patient, dont je parlais tout à l'heure, ont un moment de résonance, eh bien voilà que entre lui et moi
voilà qu'un sens nouveau vient de faire irruption. Je suis plus sensible au mystère de l'autre et je comprends que le fait d'être volontairement avec lui pendant un temps va permettre de restaurer le je de l'autre. Nous sommes ici comme confrontés à une vision qui est profonde sous nos visions, une vision qui fait confiance à la relation qui nous attache les uns les autres, une vision qui nous dit que c'est dans notre vie, où qu'on y soit, qu'on se retrouve, ou qu'on se trouve. Une vision qui nous dit qu'il y a toujours une espèce de surprenance, c'est-à-dire cette capacité de voir dans le noir un petit courant d'air qui vient changer quelque chose. Ce petit courant d'air ici, il vient permettre à deux personnes de n'être plus seules devant le mur, mais d'y être à deux. Et ceci ouvre un espace intérieur d'évolution, un espace de maturation en humanité, un espace pour recevoir des soins, mais des soins qui ne nient pas la mort et pourtant qui essaient de mettre la vie, le plus de vie possible dans la vie qui reste. Cette expérience, elle est fragile, bien sûr, comme toutes les expériences humaines. Et ce n'est pas simple d'en parler, parce que c'est aussi pas simple de la vivre. C'est un lieu d'expérience nouvelle, c'est un chemin précieux qui va nous permettre d'évoluer. Oui, d'évoluer, parce que toute résonance, tout moment de résonance avec un autre, dans lequel on est entièrement là, comme on est, sans chercher à être autrement que ce qu'on est, et avec un profond sentiment que nous n'avons aucune magie pour sortir de la difficulté, que ce que nous avons, c'est cette capacité d'être à deux. Et si on accepte ça, alors on va voir les fruits de l'impuissance. C'est une impuissance qui est acceptée et au-delà du discours de la science qui est devenu trop court, à cause de cette égalité entre humains soignants, humains malades, on ne sait plus très bien lequel est le soignant et lequel est le malade, à cause de ce moment où nous sommes tous les deux conviés à un moment de présence, un moment d'implication, à cause de l'acceptation d'être débarrassé du manteau blanc de la compétence. À cause de ce moment, nous sommes invités à regarder fleurir de nouvelles réalités. Voilà que ce qui va devenir important, c'est de partager de façon respectueuse les décisions, de faire tout ce qu'on peut pour que ce malade redevienne ou demeure le plus longtemps possible lui-même dans ce qu'il a de plus profond de lui. Alors on va mettre de l'importance au confort pour permettre de maintenir le relationnel. Alors on va mettre de l'importance dans la multidisciplinarité pour que chaque spécialité puisse venir faire son petit bout de chemin et permettre à ce malade de bouger. Alors les familles accepteront, parce qu'elles-mêmes sont conviées à ce moment de résonance, accepteront d'ouvrir les mains. Acceptons que le malade est ce qu'il est. Accepteront même qu'il parte et auront la surprise de découvrir ce héros dans un lit. L'homme divisé par la maladie commence un processus de réunification. De nouvelles priorités prennent place, cette fois-ci de façon encore plus forte. Une nouvelle émergence, un besoin de se dire, un besoin d'être soi-même. Voilà une madame qui consomme de la coke, de l'héroïne et toutes sortes d'autres molécules depuis 20 ans. Comme toutes les personnes qui surconsomment de ce genre de molécules,
Elle a besoin de beaucoup de médicaments pour combattre sa douleur. Elle entre à l'hôpital très souffrante. Elle arrive aux soins palliatifs, il lui reste peu de temps. Et dans la première semaine, on monte 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois la dose habituelle de médicaments. Puis, au bout de 7-8 jours, elle devient confortable. Son esprit est clair, elle n'a plus mal au cœur, elle est capable d'aller écouter le pianiste qui chante dans la petite chambre de piano là-bas et de revenir doucement à son lit. Elle redevient un peu elle-même. « Docteur, je voudrais revoir ma fille. » On ne savait pas qu'il avait une fille. Mais effectivement, elle en a une, et ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Alors on demande à la travailleuse sociale de s'impliquer, ce qu'elle fait. Et le samedi qui suit, l'ascenseur s'ouvre. Et une petite madame toute mince, toute petite, toute mal habillée, tatouée des oreilles aux orteils, fait 2 ou 3 pas dans le corridor et recule. Nous avons une infirmière qui a une belle figure maternelle, qui est assez corpulente, et qui prend cette petite fille dans ses bras. Dans l'après-midi, il y aura 2 personnes sur le lit, une maman et une fille, qui se racontent 10 ans de vie passés loin l'une de l'autre. Passés loin l'une de l'autre parce qu'il y avait eu des conflits entre ces 2 femmes, et des conflits douloureux. Assez pour que la fille ne souhaite plus être la fille, et assez pour que la mère ne souhaite plus être une mère. Mais dans cet après-midi-là, alors que la maman s'en va, la fille est redevenue une fille, et la mère est redevenue une mère. Et elle est morte le soir même. Voyez-vous cette réexpression d'une identité profonde, l'identité de mère, l'identité de fille. Voyez-vous que cela a été possible parce que cette malade était redevenue confortable, qu'elle était redevenue elle-même et que tout d'un coup les choses importantes reprenaient le dessus. Dans son tamis à elle, il y avait un corps lourd, un corps, une pièce importante qui avait un nom propre, le nom de cette fille. Je veux revoir ma fille. C'est une expression profonde d'un besoin qui est fondamental. Et je peux vous dire que cette petite fille ne pense pas à sa maman comme la femme difficile avec laquelle elle s'est battue autour d'une ligne de coke. Elle pense à la madame qu'elle a rencontrée de nouveau sur un lit, dans une unité de soins palliatifs. Et c'est cette figure-là qu'elle va garder dans son cœur. Je crois que cette madame, ce qu'elle a fait, sans trop le savoir, c'est avec beaucoup de délicatesse, aider cette petite fille à continuer à vivre. C'eût été plus difficile pour elle de vivre avec une blessure pleinement ouverte. Elle va maintenant continuer à vivre avec une réconciliation qui l'a aidée. Cette boucle qui était à fermer, elle s'est fermée. Je pense à ce monsieur qui livre de la bière à Amqui, dans la vallée de la Matapédia. Il a un gros camion plein de caisses de bière et il s'en va de dépanneur en bar et de bar en dépanneur pour livrer de la bière. Et il fait ça 4 jours par semaine. Il est à la maison seulement 3 jours. Et le soir, quand il se promène de dépanneur à dépanneur, il faut qu'il couche dans des motels à gauche et à droite. Il ouvre à son tour une coupe de bouteilles de bière et je pense qu'il en consomme autant que son camion. À la maison, il a une madame qui l'attend. Elle, s'il n'était pas parti 4 jours semaine, elle serait déjà partie. Parce qu'il est difficile. Quand il prend un coup, il est violent. Et la relation est une relation qui est assez tremblotante. Je ne dirais pas que c'est une relation très forte. Or voilà qu'un jour, parce qu'il fume beaucoup, il arrive à l'unité de soins palliatifs. Il est référé chez nous.
Il a un cancer du poumon qui est en train de le tuer. Il est maigre comme une allumette, mais il est présent. Et un beau samedi matin, il est debout au pied de son lit, habillé d'un costume foncé, et il est en train d'épouser sa blonde. Et il lui dit, « C'est toi. » Et elle de dire, « Et toi aussi, c'est toi. » Et après cette cérémonie qui a eu lieu dans la chambre, nos bénévoles avaient organisé un petit dîner avec des ballons puis des fleurs, ce qu'on peut faire dans un hôpital. Vous auriez dû voir la figure de ce monsieur. Il n'avait pas un grand sourire, il rayonnait. Et il rayonnait pourquoi? Parce qu'il venait de dire, tout à la fin de sa vie, des mots qui venaient des chambres les plus profondes de ce qu'il habitait. Ce « c'est toi-là », c'était non seulement une déclaration d'amour, c'était aussi un héritage transmis d'amour. Il était si heureux d'être enfin lui-même. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Il était trop pris avant. Son tamis était trop plein avant. Voilà qu'il est confortable, qu'il sait qu'il reste peu de temps. Alors, c'est un « je t'aime » profondément inscrit à l'intérieur de lui qui sort. Les « je t'aime », vous savez, les derniers « je t'aime » sont les plus lourds. Ils sont pleins de tous les autres et ils forment également un héritage. Et quand vous vous souviendrez de ces derniers « je t'aime », c'est le dernier qui restera à votre mémoire. Voilà qu'il a confirmé ultimement le sens de sa vie. Alors si on veut que la fin de la vie devienne un moment d'opportunité, dans lequel il n'y a pas que de la maladie, mais il y a aussi l'urgence de dire et d'être pour ceux qu'on aime, d'être cette personne impliquée dans une relation riche et qui se poursuit jusqu'à la fin, il faut que les soins soient capables de créer un environnement qui soit un environnement porteur, un environnement fertile. Il faut que l'on accepte de favoriser ces relations. Il faut que le malade, la famille, les professionnels se considèrent comme faisant partie de la grande famille de la fin de la vie et fassent tout ce qu'il faut pour que ce malade en bénéficie. Et il va en bénéficier, parce que le respectueux rassure et invite à l'expression. Parce que toute souffrance qui se dit peut commencer à guérir. Aucune souffrance ne se dit si l'oreille pour l'entendre n'est pas là. La parole ne peut pas occuper s'il n'y a pas d'espace, ne peut pas occuper l'espace. Et donc notre responsabilité est non seulement de rendre ces gens confortables, mais de leur offrir aussi cet espace où ils vont pouvoir se dire, parce que l'altérité exercée soigne, parce que le normal normalise, et parce que relever le « je » ouvre le temps qui reste et vont leur permettre d'être eux-mêmes. Et étant eux-mêmes, de nous transmettre ce qu'ils sont vraiment, très souvent au-delà de ce que l'on pensait ou pense d'eux. Et lorsque c'est possible, et ça n'est pas toujours possible, mais lorsque c'est possible, alors vous verrez quelques regards fins, quelques sourires, quelques moments qui sont des moments de joie, quelques moments presque de gaieté, malgré la lourdeur du moment. Une restauration du sens, une restauration du présent, une vie qui continue de rayonner bravement jusqu'à la fin. Et vous vous direz, heureusement qu'il est venu, heureusement qu'elle est venue, elle a trouvé là la façon de se dire, la façon ultime de se dire. Je termine avec une petite histoire. Dans le nord de la Russie, voilà que des archéologues découvrent des petites collines qui sont symétriques et recouvertes de gazon.
Ils enlèvent le gazon et en dessous du gazon, il y a des pierres plates. Ils enlèvent les pierres plates et en dessous des pierres plates, il y a une cavité. Et dans cette cavité, il y a un squelette. C'est le squelette d'une petite madame qui a 18 ans. Elle est dans cette tombe depuis 100 000 ans. Autour d'elle, des assiettes, des verres, des couteaux, un crâne d'ours, parce que vous savez, l'ours rentre dans la neige à l'automne, en ressort à l'hiver et recommence. C'était une image de cycle et de retour. Et si on a mis tant de soin à mettre des couteaux et puis des assiettes et puis de la vaisselle autour d'elle, c'est parce qu'on pense qu'un jour, peut-être, qu'elle en aura besoin. On a aussi mis sur sa poitrine un bijou en or, d'une grande beauté. Je ne pense pas que dans notre société, on mette des bijoux en or sur la poitrine de ceux qu'on perd. Et lorsque ces savants ont découvert et décrit cette tombe, ils ont découvert et décrit avec beaucoup de précision tous les petits gestes délicats qui avaient mené à la constitution de ce tombeau. Eh bien, moi, je crois qu'il est impossible que l'on enterre quelqu'un avec autant d'attention, autant de délicatesse, sans qu'on ne l'ait accompagné au cours de sa maladie jusqu'à la mort. Ça n'était pas un dernier geste impromptu, c'était le dernier geste d'une longue série de gestes d'accompagnement et de compassion. Quand ça s'est produit, ça, il y a 100 000 ans. Ainsi donc, vous et moi, nous sommes aussi capables, depuis plus de 100 000 ans, d'accompagner ceux qui souffrent, de les accompagner avec ce que l'on est. Et parce qu'on est dans un monde moderne, on va quelquefois prendre des choses extérieures pour ne faire comme seule aide que la médication. Il faut la médication. Il faut s'occuper de la maladie. Il faut rendre confortable. Il faut enlever le mal de cœur. Il faut enlever la douleur. Mais tout ça, c'est grand comme ça. La madame est grande comme ça. Et il faut s'occuper du reste. Et le reste, comment s'en occuper? En acceptant de rentrer dans cet espace où rien n'est prévu, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, mais où on accepte d'être avec pour un moment de résonance qui va nous changer nous-mêmes autant qu'il va changer l'autre. Peut-être que c'est utile de se dire qu'en fin de vie, il y a une lumière spéciale, comme cette lumière de la lampe de poche dont je parlais au début, qui fait transparaître au travers de ce qui est vécu une grandeur, une personnalisation de l'autre et quelque part une personnalisation de soi-même. Je vous remercie. Docteur Vinet, dans notre monde où l'on veut être tout-puissant, où ce qui compte c'est la compétence, la performance, vous nous avez témoigné cet après-midi que l'impuissance peut permettre de vivre des expériences riches, parfois extraordinaires, toujours plus humaines. Merci de nous avoir partagé votre expérience. Merci surtout de la façon et du ton dont vous l'avez fait. Je regardais la foule, tout le monde était accroché à vos lèvres. C'était vraiment, on sentait à quel point c'était profond en vous, les témoignages que vous nous faisiez. Ce matin, à la première lecture, la liturgie nous proposait un extrait du livre de Samuel,
où on reprochait à Samuel et aux siens de ne regarder que les apparences. Et on leur disait, Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est les cœurs. Je pense que cet après-midi, ce que nous avons vécu comme expérience, c'est d'écouter un homme qui regarde pas mal avec le cœur de Dieu. Merci. Docteur Vinet, en souvenir de votre passage parmi nous, nous voulons très simplement vous laisser une lithographie de Madame Betty Baldwin qui représente la cathédrale Notre-Dame de Québec. Et donc, c'est un haut lieu, non seulement des joies et des gloires à cause de la beauté de la cathédrale, mais aussi des souffrances de tout un peuple à travers les âges. Et je pense que ce que vous nous avez fait vivre dans toutes les beautés et les grandeurs de la vie humaine, mais aussi à travers sa détresse, est porté d'une certaine façon par l'histoire de cette Église. Merci beaucoup d'être venu.